Bonjour, voici le numéro 12 de Fermentation poétique, dans lequel il ne sera question que de recueils de poésie d'auteurs passés et présents. Alors d'abord les auteurs passés, Gaston Coutet, Francis André, d'un collectif de poésie sociale des ouvriers et de recueils d'auteurs actuels que nous découvrirons ensemble. Alors commençons par Gaston Coutet. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent et si ce n'était pas le cas, je vous invite à le découvrir. Alors, je vous lirai quelques-uns de ses poèmes pour vous donner envie, disons, de le lire. Alors, il a très peu écrit, enfin non, il a très peu écrit, effectivement, puisqu'il est mort à l'âge de 31 ans, en 1911. Malgré tout, il a quand même laissé plusieurs recueils de poésie. Alors, il est demeuré effectivement dans la mémoire des poètes ou de ceux qui s'intéressent à la poésie, malgré cette courte existence. Alors, ces poèmes sont toujours commentés, lus, et voire certains d'entre eux ont été mis en chanson. Alors, les livres sur ce poète ne manquent pas, et je pense que vous pourrez les trouver dans toute librairie qui se respecte, ou qui pourront, disons, vous commander le livre que vous souhaitez. Alors, je vous présenterai tous les livres que nous verrons ensemble et dans lesquels je vous lirai quelques poèmes de chaque auteur. Alors, quelle poésie Gaston Coutet écrit-il? Alors, pour Michel Ragon, dans son histoire de la poésie, de la littérature, disons, prolétarienne, il considère ce poète comme un grand poète et qui nous montre effectivement la vie paysanne dans sa réalité et dans sa totalité. Alors, comme Michel Ragon, je pense que Gaston Coutet effectivement est un grand poète, mais comme d'habitude, on préfère souvent les poètes établis plutôt que ceux qui sont en dehors ou qui sortent du cadre. Alors, il est d'après ce qu'on dit de lui, le chantre des gueux. Et effectivement, sa poésie le révèle. Et ses poèmes sont aussi des poèmes de révolte. Alors, il a écrit dans un patois qu'on peut appeler le patois du paysan beauceron, mais la lecture en est quand même facile. Par contre, j'aurais francisé les poèmes que je vous lirai pour plus de facilité, et pour vous et pour moi. Alors, pour son enterrement, il n'y eut que quelques amis, mais malgré cela, vous savez bien que même si les poètes meurent seuls, souvent leur œuvre reste encore active bien après leur mort. Donc voilà, je vous lis quelques-uns de ces poèmes. Ou certains extraits, tout du moins, parce que certains sont assez longs, donc j'ai préféré un petit peu raccourcir. Vous m'en voudrez pas, et je pense que quand vous découvrirez le livre, vous pourrez les lire dans leur totalité. Chanson de l'héritier. J'avais à l'autre bout du village un vieux cousin à héritage, qui était riche, on ne sait pas combien. Mais le malheur, il se portait encore bien, et malgré sa grande vieillesse, il ne tenait point à sauter le pas. Moi, je me disais, il crèvera donc pas. Bon Dieu, que les vieux ont la vie dure. À la fin des fins, là d'attendre, un beau soir qu'il gelait à Pierrefonds, et qu'il faisait partout noir comme dans un poêle, sans rien dire, je cavale de chez moi. J'entre en coup de vent dans sa masure. Je tombe dessus et lui serre le collet. Mais le bougre, il voulait pas, il renaclait. Bon Dieu, que les vieux ont la vie dure. À présent, j'ai son héritage. On me respecte partout dans le village. On est prévenant, on est poli. Mais chaque fois que je couche dans son lit, pendant tout le temps que la nuit dure, il vient rôder tout près de mon chevet, pour m'en faire autant que je lui en ai fait. Ah bon Dieu, que les morts ont la vie dure. Complainte de l'estropié. Au vieux moulin Beauceron, qui tourne quand la bise vente, qui tourne en faisant ronron, comme un chat qui se chauffe le ventre. Il y avait une fois un pauvre gars qui avait pour vivre que ses bras. Il trimait à s'échiner, en semaine et même le dimanche.
pour que les mangeurs de pain en aient toujours sur la planche. Mais un jour que son moulin grugeait du blé pour la gueule des bourgeois du patelin, se fit prendre le bras sous la meule. Et depuis qu'il peut plus masser, il se trouve sans le sou et sans croûte. Mais ceux qu'il a engraissés, tous les bourgeois s'en foutent. Au vieux moulin Beauceron, qui tourne quand la bise vente, qui tourne en faisant ronron, comme un chat qui se chauffe le ventre, il y avait une fois un pauvre gars qui avait pour vivre que ses bras. Les conscrits. Voilà les conscrits de chez nous qui passent, ratemplant, le tambour marche gaiement. Au mi-temps, le drapeau fouette au vent. Ah, les voilà ceux qui reprendront l'Alsace. Ils viennent d'amener leur numéro, et ils se sont dépêchés de le mettre. Les gars des charrues sur leurs casquettes, les gars des patrons sur leurs chapeaux. Tous sont fiers de leur matricule, comme une jeune mariée sous son voile blanc. Et c'est pour ça qu'ils vont gueulant, et qu'on les trouve pas ridicules. Et donc comme ça, bras dessus, bras dessous, ils vont gueulant des cochonneries. Plus c'est cochon, et plus ils rient. Et plus ils vont, et plus ils sont fous. Pourquoi soldats? Ils n'en savent rien. Ils seront soldats pour la défense de la patrie. Qu'est-ce que c'est que la France? La patrie, c'est tuer les Prussiens. Aux pauvres femelles, ils feront des petits qui seront des gars peut-être, à seule fin de ne pas voir disparaître la race des brutes et des conscrits. Les électeurs. Ah bon Dieu, que les affiches sur les portes des granges. C'est donc qu'il y en a encore quelques baladins aujourd'hui dimanche, qui dansent sur des cordes au beau mi-temps de la place. Non, c'est point ça. C'est que tantôt on vote à la mairie. Et les grands mots qui flûtent sur le dos du vent qui passe, dévouement, intérêt, république, patrie, c'est le peuple souverain qui lit les affiches et les relit. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons s'en vont au champ, ni plus ni moins que tous les autres jours, en fiantant de loin en loin, le long des affiches du bourgeois. Il y a Monsieur Chose et Monsieur Machin comme candidats. Les électeurs n'ont pas les mêmes paires de lunettes. Moi, je voterai pour celui-là. Ben, moi, je voterai pas. C'est une foutue crapule. C'est un gars qui est honnête. C'est un partageux, c'est un cocu. C'est pas vrai. On dit qu'il fait élever son gosse chez les curés. C'est un blanc, c'est un rouge qu'ils disent les électeurs. Les aveugles se chamaillent à propos de couleurs. Boum, là la guerre, là les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs avec leurs gars vont piétiner les champs de blé où ils ne moissonneront plus. Feu, qu'on leur dit. Et ils font feu, en avant, marche. Et tant qu'ils peuvent aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent de ce qu'on leur pousse dans leur pensier. Les balles tombent comme des prunes quand le vent secoue les pruniers. Les morts s'entassent et sous eux le sang coule comme du vin. Quand troué, 4 poignes solides serrent la vis au pressoir. V'là du pâté du peuple souverain. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pour le compte du fermier, se laissent trouer la peau. Tout bonnement, mon vieux, sans tambour, ni trempeau, ni drapeau. Et v'là pourtant, les bêtes ne se laissent pas faire, des fois. Des coups, le corot encorne le saigneux de l'abattoir. Mais les pauvres électeurs sont pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent. Voilà, vous aurez sans doute apprécié l'humour grinçant de Gaston Coutet et puis toutes ces, disons, ces petites scénettes en fait qu'il raconte avec l'accent beauceron. Donc voilà, j'espère que cela vous aura intéressé et puis donné l'envie de le découvrir ou de le relire si vous l'avez déjà lu. Alors, passons maintenant à un autre poète tout aussi talentueux. Il s'agit donc de Francis André, qui a écrit des poèmes paysans.
Alors, ce recueil a été publié en 1937 dans le cahier du Journal des Poètes. Donc, je vous présente à chaque fois en images chaque recueil. Et donc, ce sont des poètes d'une belle simplicité et d'un lyrisme éclatant. Alors, sa parole, à mon humble avis, vous happe tant par sa mélodie, si je puis dire, que par l'atmosphère paysanne, décrite avec tant de simplicité et d'amour. Alors, dans cette anthologie, toujours de la littérature prolétarienne, Michel Ragon le considère comme le poète paysan le plus authentique, le plus doué et le plus virulent. Alors je partage tout à fait cette opinion. D'ailleurs, en écoutant, je pense, ces poèmes, vous apprécierez effectivement ce don poétique dont Francis André fait preuve. Alors il n'y a pas de titre à chacun de ces poèmes, mais vous apprécierez rapidement ce dont il parle et quel est le thème donc, de ce poème. Ceux qui se sont battus sur ces champs autrefois, dont je heurte parfois du bout de ma charrue une massue, un bout de hache, un ossement, ceux qui se mesuraient férocement noués avec les bêtes des forêts, avec les hommes surgis de la nature inconnue et terrible. Ceux-là se sont battus parce qu'il le fallait, pour la terre, le pain et la vie. Ceux qui se sont battus hier sur cette plaine, qui sont venus de loin du fond des autres plaines, paysans, ouvriers aux mains pleines de vie, ceux dont un jour, parmi la nature écrasée, j'ai vu saigner la chair immense et fraternelle, qui maintenant pourrit loin du soleil. Ceux-là se sont battus sans savoir pourquoi. Ils avaient chez eux des femmes, des enfants, des compagnons, du travail, du pain. Ils se sont battus comme des aveugles qui frappent dans la nuit peuplée de fantômes. Je songe parfois à ces choses, au jour de la moisson parmi des compagnons. Je songe, ayant pour eux un doux et large amour, que cet amour vivra puisque la terre est bonne et qu'elle peut donner à tous autant qu'il faut d'espace et de soleil, de travail et de joie. Je songe aux paysans, aux ouvriers du monde, et j'ai foi en demain devant les blés qui meurent pour revivre en la chair force, amour et pensée. Dans un autre style, vous aurez remarqué qu'il parle de la même chose que Gaston Coutet dans son poème sur les conscrits. Nous allions tous les deux côte à côte, à pas lents, comme de bons amis, un jour de promenade. Ensemble, nous allions, et nul n'aurait pu dire, à nous voir marcher ainsi sur le chemin, à nous voir marcher ainsi côte à côte, et que l'un de nous, pas même par le même chemin, bientôt reviendrait portant dans ses mains le prix du sang et de la vie de l'autre. Nous allions tous les deux, mon compagnon et moi, mon cher vieux bœuf et moi, portant les mêmes peines et le même passé de labour et d'amour. Nous allions l'un et l'autre appuyés par les champs où sont les choses, le soleil, la vie sans fin. Ensemble nous allions, et rien ne semblait dire que quelque part là-bas, dans la clarté du monde, baies pour l'un de nous l'abattoir rouge. Ô mon vieux compagnon, j'allais auprès de toi, marchant de ton pas lourd, me serrant contre toi, en proie à la pensée terrible de mon crime. Et je songeais au marché noir, à leurs sanglants, avec qui je devais nourrir mes vieux parents, les vêtir, leur donner ce qu'il faut sur la terre. Par les champs, par les bois, où sont les douces choses, nous allions tous les deux ployés par le destin, par la nécessité de notre pauvre vie. Mais je gardais quand même une lumière en moi, de me sentir si doux, si plein d'amour pour toi. Et selon ton désir, au hasard du chemin, de te laisser manger dans l'herbe des beaux jours, quelques bonnes bouchées dernières.
Un poème pathétique et pris en plein de vérité et d'amour également. Il y avait longtemps qu'il pesait à tes flancs, qu'il gonflait doucement et mûrissait en toi. Il y avait longtemps qu'avec nous, dans les champs, il venait, profiter du soleil et des choses, et qu'au retour, le soir, il se faisait plus lourd. Il y avait longtemps déjà que nous pensions vers lui tous nos désirs, que nous voulions sa vie, que nous étions comme la terre avant l'aurore. L'hiver était venu maintenant parmi nous, et les champs étaient nus et noirs, et l'inquiétude du monde pesait sur nos cœurs. Et l'heure vint, comme un grand vent qui te coucha, tremblante et nue, dans la douleur et la lumière. Et les heures vinrent aussi, l'une après l'autre, où la sève jaillit dans le cœur des forêts, où notre enfant grandit, où, de ton sein penché, le flot de joie né du soleil et de la terre coula, formant des eaux, de la chair, de la vie, et rallumant l'amour infini dans des yeux. C'est un fils que tu m'as donné, ô ma compagne. Le printemps est venu, la joie est dans le monde, dans la terre et la chair où nous avons semé. Nous irons avec lui chaque jour dans la plaine, et nous le laisserons là-bas, au bord du champ, avec le chien couché au soleil contre lui. Nous laisserons l'amour lentement l'envahir de notre rue vie, du ciel, des bois, des bêtes, afin qu'il pousse libre et fort, afin qu'un jour, plus tard, quand nous serons couchés dans cette terre, nous revivions en lui qui tiendra la charrue et sèmera le blé dans l'aube et l'avenir. Voilà. Et donc, j'ai hésité à vous lire un autre poème, mais je vais vous lire un extrait. Voilà. C'est le dernier poème donc de Francis André que je vous lis. Tu as travaillé dur tout au long de l'année, portant le soleil sur tes reins, terrassant avec tes genoux et tes mains la glèbe. Tu as travaillé de toutes tes forces avec ton cheval, ton bœuf, ta charrue, petit paysan, sur ton coin de terre. Tu as travaillé dur, tu as vécu de peu, avec du pain noir et des pommes de terre. Tu n'as pu choisir parmi les bonnes choses mûries au soleil, créées par tes mains. Tu n'as pu choisir le meilleur pour toi, sachant que la vie est dure et mauvaise, sachant que ton corps, soutien de ton œuvre, peut faiblir un jour, et que nul ne viendra se pencher sur toi avec des mains qui donnent. Tu as bien travaillé pour toi et pour les hommes. Tu as battu ton seigle, engraissé ton vieux bœuf, et voici que déjà rôdent autour de toi, autour de ton labeur, de ton blé, de tes bêtes, les trafiquants, les rapaces, les marchands. Voici comme un vol noir sous les glèbes d'automne, les corbeaux sur ton champ, ta maison et ton cœur. Voilà. Donc je pense qu'il est encore disponible, bien qu'il date de 1937, trouvé dans une librairie ou sur Internet, enfin voilà. Donc je vous invite à le découvrir. Alors justement, en parlant de Francis André et de ses poèmes paysans, je voulais vous faire part d'un livre qui s'intitule La vie d'un simple, que peut-être certains connaissent, qui a été écrit par donc Émile Guillaumin. Alors, il est en livre de poche et a été publié pour la première fois en 1932. Alors, ce livre relate les événements à travers la vie d'un paysan dont le surnom était Thiénon, et paysan au XIXe siècle. Donc, ce livre retrace avec beaucoup de simplicité, d'amour et de vérité la vie à cette époque-là, et que certains ont pu connaître parents ou grands-parents encore. Donc voilà. Enfin, pour terminer ces recueils anciens, voici donc Poésie sociale des ouvriers dans une édition de 1841.
Alors ce recueil a été publié récemment, en 2023, conjointement par la Bibliothèque nationale de France et par Hachette Livre, qui ont reproduit avec exactitude donc l'édition de 1841. Alors ce recueil a quelques consonances religieuses. Alors je pense que c'est sans doute celui qui a rassemblé ces poèmes qui avait sans doute quelques intérêts religieux ou quelques pensées religieuses, et donc a choisi pour éditer ce livre des auteurs, des ouvriers qui étaient de sa même pensée, de la même famille de pensée. Mais toutefois, donc, il est heureux que ce livre ait été réédité, puisqu'il nous permet donc de connaître la vie des ouvriers, ce qu'ils pensaient à cette époque, et de savoir un peu quelle était leur pensée profonde. Alors, je vais vous lire une partie de la présentation de ce recueil, qui est un peu exaltante selon les dires de l'auteur. Et donc ensuite vous lire quelques-uns des poèmes. Alors donc poésie sociale des ouvriers. Voilà. Donc le préfacier, pardon, c'est Olinde Rodrigue. Donc je ne le connais pas du tout, mais voilà. Je vous lis un extrait donc de sa préface. Mais c'est dans les poésies de ces ouvriers qu'éclate au plus haut degré la puissance inspiratrice et conciliatrice de ces idées nouvelles, qui vont bientôt consolider la paix entre les nations et entre les classes, en l'élevant à la hauteur d'un principe social. La poésie, par l'irrésistible attrait de son langage, est merveilleusement propre, en effet, à préparer un rapprochement entre toutes les classes, à combler l'intervalle des rangs ou des positions, en faisant arriver aux degrés les plus élevés de la pyramide sociale l'expression la plus pénétrante et la plus vraie des besoins et des réclamations légitimes de ces classes nombreuses qui forment la base de l'édifice. L'apparition de la poésie sociale au milieu des classes ouvrières est une manifestation bien puissante du chemin qu'ont fait les idées depuis quelques années, depuis que les inspirations agrandies du poète le plus national, le plus progressif de l'époque, transformèrent ces chansons populaires, ces ordres patriotiques en prophéties sublimes de la sainte alliance des peuples, de la sainte famille de l'humanité. Donc c'est une préface assez exaltée, mais on voit que cet auteur avait confiance en la poésie et en quelque sorte dans son pouvoir, si l'on peut dire. Donc je vous lis quelques poèmes. Alors, le rossignol et le serin. Non loin des lieux qui l'ont vu naître, certain matin, un rossignol, traversant un village, y suspendit son vol et vint se reposer au bord d'une fenêtre. Il becquetait un épi de plantain, tombé là par hasard peut-être, lorsqu'une ondée interrompt son festin. Qu'est-ce que c'est dit, en levant la tête, le craintif oiseau printanier. Serais-je menacé d'une affreuse tempête? Suis-je sous l'arrosoir de quelque jardinier? Où prend-on soin de me verser à boire? Il se trompait. Un serin prisonnier qui s'essuyait sortant de sa baignoire à travers ses barreaux d'archal lui faisait par dédain ce salut baptismal. Grand merci, mon ami, dit l'oiseau du bocage. Cette eau me rafraîchit, vous avez du cœur. Les dieux, j'en suis certain, là de votre malheur feront bientôt cesser votre triste esclavage. Pour qu'on oublie un jour de fermer votre cage, je chanterai pour vous un hymne au Créateur. Mais voyez donc comme il babille, reprit notre captif au plumage jonquille. Monsieur le gars vagabond, gardez votre amitié. Qui vous dit que mon sort, dont vous prenez pitié au vôtre, n'est pas préférable? Vivez-vous comme moi, sans souci, sans tracas? Vous prépare-t-on vos repas? Frotte-t-on votre chambre, y sème-t-on du sable? Et vous serine-t-on pour vous apprendre un air? Est-ce pour votre bec, beau chanteur misérable, que l'on importe ici le fin biscuit de mer? Allez, je vous conseille avec vos camarades, chantez la liberté dans vos tendres roulades. Surtout, cachez-vous bien, lorsque viendra l'hiver, et de l'homme au fusil appréhendez l'approche. Prenez garde à la glu,
gardez-vous des filets, méfiez-vous des trébuchets et des lacets. Car par tous ces chemins on arrive à la broche, évitez-les et vivez en gaieté. Pour moi, la cage où je réside fait mon bonheur, fi de la liberté. Que l'esclavage rend stupide, se dit le rossignol un peu déconcerté. Travail et misère. Daniel, Daniel, est-il plus un poète qui comprenne ici-bas sa tâche de prophète? N'est-il plus parmi nous d'aigles audacieux qui puissent lire encore dans le secret des cieux? Jéhovah, Jéhovah, n'est-il plus une lyre qui te rende en écho le râle du martyr? Et n'est-il plus une âme où, dans ces visions, tu répandes la nuit tes révélations? Ou n'est-il plus un front digne de l'auréole, ni d'accent assez pur pour porter ta parole? Jéhovah, Jéhovah, sous ces vents corrupteurs, laisseras-tu toujours saucifier leur cœur? Pitié pour tes enfants, et qu'un Christ en Europe vienne rendre la vue à ce monde myope. Ô mes frères, tremblez, tremblez, car cette nuit l'Apocalypse sainte éclairait mon réduit. Écoutez, quelle voix et quels accents funèbres m'ont entr'ouvert le ciel au milieu des ténèbres. Oh, tremblez, car j'ai vu tel qu'un fétide étang, notre horizon voilé sous des taches de sang. Alors, il est un peu long, donc je vais vous lire ensuite la fin. Vous qui nommez sauveur, l'hydre infâme des guerres, sur ce globe, voyez s'il n'est plus de jachère. Fêtez le travailleur ainsi que le guerrier, car pour le cœur de tous, c'est l'aimant qu'un laurier. Que des vierges en cœur apportent leur offrande au laboureur qui vient défricher une lande. Décorez le faneur ainsi que le soldat, s'il donne une charrue, une herse à l'État. Est-il plus grand le Dieu qui va porter la foudre que ceux qui font germer des villes de la poudre? Honorez les vertus, honorez le travail, et toutes ces brebis rentreront au bercail. Et pour nous l'abondance, en habitant ce globe, aura toujours des fleurs dans les plis de sa robe. Voilà. Donc c'était trois poèmes de ce recueil qui est assez volumineux, mais qui est intéressant à découvrir. Voilà, nous allons faire une courte pause et ensuite nous parlerons de quelques poètes actuels. Voilà, à tout de suite, merci. Voici revenu pour cette seconde partie, un peu plus courte sans doute, et pour parler donc de quelques recueils d'auteurs contemporains. Alors le premier est de Muriel Sandelaire qui a publié son journal de chambre aux éditions du Petit Rameur. Alors ce recueil est un recueil tout en finesse, en tendresse, sur l'amour. Alors je vous lis quelques extraits. Et je pense que c'est un beau recueil, bien que petit, mais il est très bien et bien à lire. Dis, j'ai entendu quelque chose de ton désir de femme. Regard intense, gris fou, c'est là que tout commence. Poser mes lèvres au creux de ta main et descendre. La chaleur de ta peau pénètre mon rêve, trop loin. La nuit je te cherche, j'ai les seins en marmelade. Vivre avec toi, cette explosion au bas du ventre. Synovie du cœur, ton refus net, Noël, si froid. J'aurais tant voulu relier l'infini de nos différences, retenir le monde à proximité de ta dimension. Ah, ce sont des poèmes courts, mais qui touchent et qui marquent. Donc Muriel Sandelaire est née en 1949, elle vit en Saône-et-Loire, et donc elle a déjà publié dans les revues Harpa, Cabaret, Comme en poésie, Écrit du Nord, L'Arbre parle, la petite revue de l'indiscipline.
Voilà. Donc, je vous invite à découvrir et donc les éditions également du Petit Rameur qui produisent de belles choses, bien que en petit format. Alors, le second est de Basile Rouchin, que l'auteur m'a envoyé et qui a été publié par les éditions donc Intervention à haute voix, qui publie la revue du même nom que vous connaissez sans doute. Alors, Basile Rouchin, que je ne connaissais pas, en fait, semble avoir deux faces ou deux façons d'écrire. Alors, l'une qui semble légère, humoristique, facétieuse, bref, qui semble facile à lire, mais pourtant qui est d'une belle écriture, et puis disons, qui inspire d'autres choses en le relisant plus à fond. Et d'un autre côté, une prose qui est tout en contraste, plus dense et qui s'interroge sur le présent, sur les stupidités de la vie et sur les errements de l'existence. Donc ce recueil a été choisi donc, par les éditions Intervention à haute voix. Alors je vous lis une petite la postface. L'ellipse, le coup de taille ou d'estoc s'inscrivent dans la matière même du poème. C'est cela le style, le sien, c'est-à-dire celui de Rouchin. Mieux que litote l'économie absolue des mots, l'absence de récit de Romain. Mais tout est dit. Basile Rouchin doit se faire sa nouvelle place au soleil. La poésie y gagnera. C'est Michel Host qui en parle sur le blog de Cathy Garcia. Lucien Vasselin disait en 2015, à sa façon, Basile Rouchin renouvelle la poésie du mot. Voilà, alors quelques extraits de chacune des parties de ce recueil. Conte, pardon, conte homérien. Lèvres à loquet, blindage à deux points. Au visage, au ventre. Mauvais œil rôde. Tatillon, Judas. La règle toujours. Faire, déférer au maître de ces lieux. Laver, cuisiner, torcher. Jambes, entre, baillies. Un jeu de clés teintes. Défaire, ferrer. Lui porte sa devise. Essuie-coup. Romance de la scène, bouquet, bague, boudoir, sur fond de conquête, de peur de perdre. Lu, l'album du mariage, l'œil rougi, le cœur mouché, embellissent en témoin. Ardoise, retour au calme, son ruban tombe sous la pointe de sa craie. D'une voix acérée, caresse de maître, il lui serre son serment. Poésie domestique. Pas de répit, madame. Repu, monsieur vous en prive. Repas, repassage, biberon, couche. Faire école au passage. Ainsi, madame voit sa vie aller. Monsieur sait que, séparé d'elle, il trépasserait, sans sape, ni mot d'amour, les nerfs à vif, le ventre creux. Économe, il épluche son journal en bas-bouche. Donc la deuxième partie de ce recueil qui est écrit sous forme donc de prose. Le versement de sa retraite est compromis, et le cœur trop faible pour soutenir des efforts physiques liés à la reprise d'une activité. Monter les étages le pèse et le tapage nocturne a raison de son calme. Souffrant en silence dans sa langue, il parle ainsi au mur plutôt qu'à sa femme, grabataire perché sur sa montagne, près de l'Euphrate. Et chacun de se languir l'un de l'autre. À mener cette vie de cochon, son idéal rosâtre se macule de quotidien et de solitude dure à la douleur. Aussi s'interroge-t-il, le ciel va-t-il lui ouvrir ses portes? Jadis, fort comme un Turc et tête du même nom, il a dilapidé sa vigueur en échange d'un hébergement dérisoire au fond d'une grange de province, ou contre le versement à la sauvette d'un salaire modique. Employé d'élevage dans une ferme, homme à tout faire, il s'est échiné pour le compte d'un richissime propriétaire terrien, négociant en graines potagères, légumes secs, fourrages et autres pommes de terre. Plaquiste, dépourvu d'équipement, de masque, il a chahuté comme un enfant candide avec les autres ouvriers,
au milieu des nuages d'amiante et des vapeurs toxiques. À présent, sans couverture, inconnu de la médecine du travail, indésirable sur le territoire, inexistant pour les caisses de retraite, il contemple les retombées de ce labeur fantôme. Incrédule, aux bras ballants, ses poumons tous d'invisibles particules, et sous la voûte étoilée d'un rêve perdu de vue, ses pieds mollissent dans l'agadou. Les 5 membres de la famille ont été logés dans un vulgaire gourbi, construit à toute vitesse, sans fondation. La seule et unique fenêtre donne sur le palais où les mondanités se succèdent. Ici, dans ce coin reculé du jardin, la moquette boit et les murs trinquent. 4 heures sont nécessaires avant que le chauffage ne prenne. Ici encore, on dort tout habillé dans des draps humides. Les petits âgés, respectivement de 9, 7 et 3 ans, n'ont jamais fêté leur anniversaire. Pas de chant ni de bougies soufflées, pas de copains ou de surprises emballées. Mais qu'importe, quand on est sans papier, on revendique sa peau buvard et on abrite une âme sans encre. Voilà, donc Basile Rouchin, je pense que c'est un auteur à suivre et puis intéressant. Pour terminer, donc Éric Chassefière, alors que je pense que tout le monde connaît, qui a publié de nombreux recueils chez différents éditeurs. Et donc les 2 derniers qu'il a publiés sont Palermo chez Raphaël de Surtis et Faire parler son âme aux éditions Sémaphore. Alors le premier est surtout lyrique, on sent une certaine douceur de vivre, une quiétude, alors que le second, bien que tout aussi lyrique, sauf que le prétexte à l'écriture est la ville de Palerme, la mer, le soleil bien sûr, et le silence. Voilà, donc je vous lis des extraits de chacun de ces recueils. Donc Palermo, aux éditions Raphaël de Surtis. Presque la nuit. Colonnes et palmiers scintillent. Un parterre de fleurs artificielles rouges est déployé sur l'escalier du théâtre. À l'intérieur, on joue casse-noisette. Une petite fille rêve. Les arbres de la place sont noirs sur le ciel. Personne ne regarde le ciel. Le grand lion, qui fut silhouette, offre à la lumière le drapé de ses marbres. On entend le joueur de violon à l'instant où il sourit. On reconnaît Vivaldi. À la gaieté de son chien silencieux qui le suit, il ne se passe presque rien sur cette place. Les mots sont libres d'aller où ils veulent. Il faut laisser la nuit penser. La fleur toujours se souvient. Fontaine à coquillages d'eau légère, chantant doucement dans la cour du cloître, qu'entoure une haie circulaire de rosiers. À la fresque de branches, comme quelques fleurs ouvertes, belles roses rouges à la couleur qui semble dessiner, tant ces subtiles variations engendrent de contours, que nul trait discernable ne vient souligner. Écoutez la musique de l'eau qui coule, le regard concentré sur la profondeur de ses fleurs. Voir, levant les yeux, comme sont usés ces murs, comme la lumière tombant à l'oblique y fait ciel. La pierre s'éclaire loin à l'écrit de l'ombre. Sentir comme ici tous les temps se joignent, comme est intemporel l'éclat sans ligne de la fleur. Donc une très belle écriture lyrique, mais empreinte de beaucoup de spontanéité et de relief également. Alors donc, Faire parler son âme de Éric Chassefière dans la collection Poissons solubles aux éditions Sémaphore. Alors Bruno Geneste dans la postface que je vais vous lire. Dans ce recueil, le songe crée une intériorité, un paysage dont on devine à la nuit tombée les plus invisibles contours. Le poète veille, nous ouvre à travers les mots un chemin où parfois le fleuve s'efface. La lampe brille d'une présence inconnue. Nous ne savons plus qui nous sommes. D'autres lampes dans la distance posent leurs reflets. Donc je vous lis deux poèmes de ce recueil. Ce ciel blanc dans les fenêtres,
ces quelques paysages de cours d'eau, aux couleurs effacées par le temps, dans leur cadre aux lignes simples, forment le décor de ces jours passés, à n'être que dans sa présence à l'autre, et à soi-même à travers l'autre, sans souci d'hier ni de demain. Ce lieu, dans le battement de la pluie d'hiver, nous y retrouvons le goût du temps lent, de la joie que nous aurons page après page, à nous perdre dans les lacets profonds du soir. Une cloche marque l'heure dans l'invisible, puis c'est le silence, le brouhaha de la rue, le temps ne passe pas, la lumière est l'immobile du temps. On ne cessera jamais de vivre, l'enfant est en nous, la fleur qui s'ouvre est en nous, la nuit seule chante aux lisières. Toujours là, devant la fenêtre ouverte, à écouter ce qu'il ne peut voir, voir ce qu'il ne peut entendre, toucher ce qu'il ne peut pas nommer, ne percevoir jamais que par bribes, comme cet oiseau au vol brisé qui vient toucher le ciel, le réunifiant de son incomplétude même. Voilà. Donc, quelques recueils, je pense que à découvrir, à lire et à relire. Donc voilà, s'achève donc sur ce dernier poème, le numéro 12, donc de fermentation poétique. Le mois prochain, je lirai donc certains poèmes reçus de quelques-unes et de quelques-uns d'entre vous. Voilà, je vous remercie donc encore pour votre écoute, votre fidélité, et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Merci.